Bonjour Paola. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de te recevoir, surtout que je t'avais croisée plusieurs fois, notamment avec Aïda, dont tu es la marraine, l'association dont tu es la marraine. Big up à Léa Moukanas qui est venue sur ce podcast à l'époque où j'étais même pas dans cet appart. C'est vrai, ça fait longtemps. Ouais, et donc c'était, je pense, en 2019, un truc comme ça. Mais donc bref, elle m'a chaudement parlé de toi, donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce que tu fais. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors bonjour, je m'appelle Paola Locatelli, j'ai 20 ans, j'habite à Paris, je suis créatrice de contenu depuis 8 ans et je suis actrice depuis 4 ans. Ouais. Et je viens d'écrire un livre qui s'appelle Le cœur engagé. Pourquoi ce titre ? Alors pour la petite anecdote, au début il s'appelait pas comme ça. Ouais. Il s'appelait Engageons-nous. Ok. Et avec mon équipe, on trouvait que ça faisait beaucoup trop politique, beaucoup trop donneur de leçons. Et on a un peu brainstorm et on s'est dit, mais d'où vient mon engagement ? Il vient du cœur. Tout ce que je fais, c'est avec le cœur. Et tous les engagements de tout le monde, c'est fait avec le cœur en général. Donc, c'est pour ça qu'on a changé il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. On a mis le cœur engagé. C'est vrai qu'Engageons-nous, ça fait presque un peu mantra politique de campagne. Alors que mon livre, il n'est pas du tout politique, justement. Est-ce que l'engagement, il n'est pas nécessairement politique ? Non, je pense pas. C'est une question qui revient souvent. On a l'impression que, en tout cas, le mot engagement, c'est un mot qui fait assez peur. Tu vois, c'est un mot très impressionnant et très ramené à la politique. Alors que l'engagement, ça peut être aussi des choses simples de la vie. Moi, je dis souvent que l'engagement, ça commence le matin quand on se réveille, tu vois. On s'engage à arriver à l'heure au travail. Je me suis engagée aujourd'hui à être là. Tu t'es engagée aussi à être là pour qu'on fasse ce podcast. On peut s'engager envers une amie qui va pas bien. On peut s'engager aussi dans des associations. J'en parlerai plus en profondeur après. Mais voilà, l'engagement, non, c'est pas du tout que politique. Pas du tout. Est-ce que c'est pas une forme de pression, ce que tu décris ? Enfin, je sais pas, tu vois, je m'imagine le matin me réveiller et me dire, ok, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des engagements, je dois tenir mes engagements. Comment tu fais, toi, pour ne pas le vivre justement comme un devoir, mais vraiment une volonté, sachant qu'en plus, on ne pourra jamais être trop engagé ? Bien sûr, et puis en plus, tout le monde peut faire mieux, il y a plein de gens qui font plus, donc c'est vrai que c'est assez difficile, mais je pense qu'il faut désacraliser le mot engagement et le voir un peu comme une épaule ou une amie, tu vois. Quand on se réveille le matin, juste pour reprendre cet exemple, et qu'on se dit aujourd'hui j'ai des engagements, faut plus se dire que c'est pour soi-même qu'on s'engage. C'est-à-dire que je vais me réveiller ce matin et je vais m'engager. Je suis engagée, je vais aller au travail, par exemple, je vais arriver à l'heure, mais je le fais pour moi, pour avoir mon salaire à la fin du mois, pour être fière de moi, pour travailler. Donc je pense qu'il faut vraiment le voir d'une manière beaucoup plus positive. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Faut pas avoir peur de ce mot. Quand est-ce que tu as commencé à t'engager, toi ? J'ai commencé à m'engager concrètement avec Aïda quand je suis devenue bénévole à l'âge de mes 12 ans. Mais je pense qu'on est tous engagés depuis qu'on est petit. Il y a forcément des choses qui nous tiennent à cœur, il y a forcément des causes qu'on a envie de défendre, il y a forcément des inégalités sociales qu'on ne supporte pas et qu'on aimerait changer. Donc depuis que je suis toute petite, mais concrètement depuis que j'ai commencé avec Aïda. Et ça, c'est déjà tôt. Et j'ai dit à Léa que tu venais sur le podcast, je lui ai dit, vas-y, dis-moi toi ce que tu aimerais lui demander ou ce qui t'a questionné depuis tout ce temps que vous travaillez ensemble. Et elle m'a dit que t'avais, si mes souvenirs sont bons, t'avais essayé de postuler, ou en tout cas te proposer auprès de plusieurs associations, et qu'en fait personne t'avait accepté, sauf Aïda. Ouais, c'est vrai. Donc quand j'avais 11 ans, je demandais à ma mère tous les jours, elle n'en pouvait plus. Maman, trouve-moi des assos, je vais m'engager, je vais être bénévole, je vais être sur le terrain, je vais aller à l'hôpital voir les enfants, je vais aller à l'hôpital voir les jeunes, etc. Parce que l'engagement envers les jeunes, moi, c'est ce qui m'anime particulièrement, c'est le cœur de mon engagement. On n'en trouvait pas. J'ai demandé à plein d'assos que je trouvais sur Internet, que je trouvais même dans ma ville, etc. Mais il fallait au minimum avoir 16 ans ou 18 ans. T'étais où à l'époque ? J'étais à Vincennes. Ok, ah oui, pas loin. Ouais. J'étais à Vincennes. Et puis même sur Internet, c'était impossible quand t'avais pas 16 ans. Fallait envoyer 1000 dossiers, ta carte d'identité, les trucs, les machins, bref, trop compliqué. Et j'ai fait une story sur Instagram peut-être 1 an plus tard. J'avais pas beaucoup d'abonnés à cette époque, mais j'ai fait une story, j'ai dit, excusez-moi les gars, est-ce que vous connaissez par tout hasard une association qui prenne des mineurs ? Et j'ai reçu un message d'un ancien patient de chez Aïda, justement, qui m'a dit, écoute, il y a l'association Aïda, fondée par Léa Moukanas, ils prennent des mineurs, n'hésite pas à postuler.
postuler, c'est pas le mot, Ouais. mais à t'engager. Ouais. Donc moi, j'étais chez mon père à ce moment-là. J'ai créé un mail à Léa. Je me rappelle, j'ai mis genre 5 heures à le formuler parce que je savais pas quoi dire. Je voulais absolument rentrer chez Aïda, quoi. Donc je savais pas trop. J'ai fait mes recherches aussi sur cette association qui m'avait l'air incroyable et que je voulais vraiment découvrir. Et j'ai envoyé un mail à Léa qui m'a répondu le lendemain en me disant mais évidemment, je t'accueille les bras ouverts. Et elle m'a formée. Donc j'ai été formée par d'autres bénévoles pour être bénévole. Et ensuite, quelques semaines après, je suis allée sur le terrain directement. Qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à devenir marraine? Parce que c'est endosser un rôle plus responsabilisant. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ou ta réflexion? Ça venait pas forcément de moi à la base parce que à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, je savais même pas que c'était possible d'être marraine ou parent. Enfin, moi, j'étais bénévole, j'étais chez Aïda et c'était super. Et pendant le Covid, ça a été un tourbillon horrible pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes à l'hôpital parce qu'ils ont tout de suite été extrêmement isolés. Donc déjà qu'ils sont extrêmement isolés. Ouais. Là, quand il y a eu le Covid, ils étaient vraiment seuls face à eux-mêmes et face à leur maladie. Et Aïda, nous, on était donc tous bénévoles et on voulait trouver des moyens de briser leur isolement. Sauf qu'on était en manque de bénévoles, en manque de créativité aussi. Donc, j'ai pas demandé à Léa, mais juste j'ai pris mon téléphone et j'ai fait des stories Insta. Et j'ai dit, bon bah voilà, je suis bénévole chez Aïda. On cherche des bénévoles partout en France pour les aider pendant cette période qui est très compliquée. N'hésitez pas à vous inscrire. Voici le lien Swipe Up. Et en fait, il y a eu énormément de demandes. Enfin, Léa, elle m'a appelé le lendemain. Mais bah voilà, ça explose, le site il crash. Et là, je me suis dit, ok, c'est incroyable. Déjà, c'est une génération ultra engagée. Tous mes abonnés veulent s'engager, mais juste, je savais pas comment faire. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et à ce moment-là, ça a été une discussion d'être marraine avec Léa. On en a discuté. Puis elle m'a dit, voilà, est-ce que tu veux devenir marraine chez Aïda? Est-ce que tu veux... En fait, c'est la même chose qu'être bénévole. Hein. C'est juste que j'ai un autre titre, mais il n'y a aucune hiérarchie. Je suis exactement pareil qu'un bénévole chez Aïda. Et voilà comment tout a commencé. Et Benjamin Pavard aussi est le parrain. Si tu pouvais me partager 3 enseignements de ce que t'ont appris tes années auprès d'Aïda, quels enseignements ce seraient? T'as le droit de réfléchir. Hein, parce que c'est des questions, je sais, un peu plus profondes. Mais je serais curieuse de savoir... ce contact auprès des enfants malades, est-ce que ça t'a appris sur la vie, ce que ça t'a appris sur la solidarité? Tu vois, si tu pouvais dire à Paola à 12 ans, genre voilà ce que tu vas apprendre en entrant chez Aïda, en devenant bénévole. C'est une très 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 bonne question. On me l'a jamais posée, mais c'est une très très bonne question. Je réfléchis, mais en même temps, je veux quand même que ce soit très spontané parce que c'est ce qui sort de mon cœur. Mais c'est même pas... Enfin, ouais, non, mais réfléchir parce que parfois, en fait, c'est vrai qu'on prend pas le recul. Ouais. J'ai fait une newsletter la semaine dernière sur ça pour les voyages, tu vois, genre en voyage. Et on se dit, ah, c'était trop bien. Et tu sais, tes potes te demandent tous, genre, alors, c'était comment? Et t'es là à dire, ah, c'est trop bien, ok. Mais du coup, qu'est-ce que t'en as retiré? Ouais, tu vois, mais tellement. Ouais. Mais j'en parle grave dans mon livre, c'est de prendre du temps, de savoir ce que ça te fait à ton cœur, à ton cerveau, à ton corps. De toutes tes expériences que tu as vécues, qu'est-ce qui en sort après, quoi. Ouais, quels sont les enseignements que tu as reçus? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que... Je vais le sentir en attendant. Non, mais je pense que l'engagement chez Aïda, ça m'a appris énormément de choses. Mais comme j'ai commencé très jeune, je me suis un peu construit avec l'engagement autour de Aïda. C'est vraiment mon doudou, Aïda, tu vois. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais. C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas logique d'avoir la santé, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir un toit, d'avoir des parents qui nous soutiennent. Donc, je me suis rappelé que j'avais eu de la chance. Ça m'a aussi appris, d'un point de vue très personnel, avec du recul, à me sentir utile et à donner du sens à ma vie et à donner un sens à ce que je fais dans mon travail, mais aussi de manière très personnelle. Parce que quand tu es en construction, quand tu es jeune et que tu passes de l'âge enfant à l'âge adolescent, puis ensuite à l'âge adulte, tu es en pleine construction et tu veux donner du sens à ta vie, tu veux servir à quelque chose, tu veux te sentir utile. D'ailleurs, le livre de Léa Moukanas, Être utile, est génial, qui m'a aussi donné envie d'écrire le mien.
Donc c'est ça, me sentir utile. Et ça m'a vraiment aidée dans ma construction en tant que femme. Quoi d'autre? L'humilité, beaucoup. Et encore plus... et en tout cas, j'ai remarqué qu'on était une génération qui était extrêmement engagée et qu'il fallait qu'on soit tous solidaires et qu'il fallait qu'on s'entraide tous entre nous pour contribuer à un monde meilleur, pour faire du bien autour de nous. Et puis j'ai appris plein de choses, même dans des thématiques comme quoi la santé mentale, c'était extrêmement important. Parce que quand j'étais petite et que j'imaginais du coup les jeunes à l'hôpital, j'imaginais pas l'aspect isolement. J'imaginais juste, de manière très naïve, que c'était juste, c'était horrible, c'était des jeunes qui étaient malades et que c'était hyper difficile physiquement. Mais j'imaginais pas une seconde qu'en fait, mentalement, c'était horrible psychologiquement, parce que j'avais 12 ans, je m'imaginais pas ça. Ouais. Donc tout l'aspect de la santé mentale aussi. C'est quand la première fois que toi, tu t'es rendu compte et t'as pris conscience de ce qu'était la santé mentale, à titre personnel? Quand j'ai commencé les réseaux, que j'ai commencé à me faire un peu harceler et tout, quand j'ai sorti ma première vidéo, et que j'ai ressenti le sentiment dans mon cœur de me sentir très mal, tu vois, de me sentir coupable, de culpabiliser, de me sentir réduite à quelque chose qui n'était pas moi, de me sentir jugée, de me sentir nulle. Ça m'a décrété beaucoup d'angoisse, de stress, d'anxiété. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je suis pas bien dans ma tête. Mais la santé mentale, c'était pas un terme qu'on utilisait à l'époque. Donc je savais même pas comment le décrire, ni décrire ce que je ressentais, parce que pareil, l'anxiété, le stress, l'angoisse, on savait pas trop ce que c'était. Enfin, en tout cas, moi, j'étais en 5e, je savais pas ce que c'était. Dans ma famille, on n'en a pas forcément parlé. C'est notre génération, à l'époque, parlait pas de ça. La santé mentale n'existait... Enfin, elle a toujours existé, hein, mais n'existait pas, en tout cas, dans les mœurs. C'était pas un sujet de société. C'était pas du tout un sujet de société. Donc je pense que c'est à ce moment-là. Et puis ensuite, en discutant avec mes amis, quand on grandit, on se sent pas bien. Ma meilleure amie, par exemple, elle avait pas confiance en elle parce qu'elle avait beaucoup d'acné. Donc je sentais et je voyais toutes ces angoisses, le fait qu'elle soit des fois isolée, qu'elle se sente mal, qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, ou être sociable, par exemple, parce que elle se sent pas belle ou pas à sa place. Donc tout ça, je pense. Et comment tu as essayé d'y faire face? On essaye toujours d'y faire face. Je pense que c'est un combat d'une vie, la santé mentale. Pour ma part, moi j'ai des hauts, des bas, des fois ça va pas. Mais j'ai appris en tout cas à le gérer, si je peux dire gérer, parce que je le gère pas trop, mais j'essaye en tout cas tous les jours de faire du mieux que je peux pour moi. C'est d'abord d'analyser le problème. Et aussi de me dire, ok, c'est normal que tu sois pas bien pour cette raison. Laisse-toi le temps d'aller mal. Pleure, ça fait du bien. Pleure, extériorise. Parle. Et je pense que c'est la parole. C'est le fait que j'en parle beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir un super entourage, d'avoir mes meilleurs amis depuis que je suis toute petite. Donc, la parole, elle est libérée. J'en parle beaucoup. Je fais des choses qui me font du bien. Et surtout, j'embrasse des fois la douleur. Tu sais, il y a un truc, des fois, c'est un peu bizarre. Mais des fois, t'aimes bien être mal. C'est très bizarre, ce que je vais dire. Mais c'est le spleen. Ouais. Tu te complais dans le spleen. Moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, par exemple, que je vivais mes premières ruptures amoureuses ou mes premières grosses embrouilles avec des gens que j'aimais énormément, que j'étais très triste, que j'étais dans un mood triste. Et j'écoutais de la musique triste et j'étais encore plus triste, mais au moins, j'étais dans mon lit en boule et je pleurais. Et après, je me levais et je faisais autre chose. Ouais. Mais il faut embrasser ça. Faut pas se dire non, je suis triste. Non. J'arrête de pleurer, c'est bon. Non, je pleure pas. Je vais faire semblant. Fake it until you make it. Des fois, ça marche pas. Et ça revient toujours, quoi qu'il arrive. Faut soigner tout ça. Ça a été quoi, tu penses, l'épisode le plus dur pour ta santé mentale? L'épisode le plus dur de loin, ça a été quand j'ai perdu des proches. Ça, c'est comment expliquer? C'est quelque chose de... On n'est jamais prêt. Ouais. Et là, quand tu disais il faut analyser le problème, en fait, tu peux pas tellement l'analyser. Ah là, non. Mais des fois, tu n'analyses pas le problème. Hein. Ouais. Même des fois, je suis hyper angoissée sur plein de trucs. Je sais pas c'est quoi le problème. Ça, c'est sûr. Bien sûr. La plupart du temps, même. Mais faut toujours se poser la question. Toujours, en tout cas. Mais ouais, l'épisode le plus dur, c'était quand j'ai perdu des proches. Moi, c'était il y a pas si longtemps. C'était il y a 1 an et demi. J'ai perdu ma grand-mère et 2 semaines après, j'ai perdu un ami.
Donc ça a été tout s'est fait très rapidement. J'ai même pas eu le temps de capter que ma grand-mère était décédée, que mon pote est décédé 2 semaines après. Donc c'était très compliqué. Mais comme on dit, une mort en porte toujours une autre. J'avais vu cette phrase et je me suis dit, bah ouais, là c'est la preuve concrète. C'est un épisode très dur, ça. Moi, j'y fais face toujours, hein, sans le deuil. C'est quelque chose qui... Enfin, ça prend pas, quoi. C'est quelque chose de très personnel. Je pense que ouais, c'était l'épisode le plus difficile. T'arrives à être comprise par tes amis. Tu disais que t'avais tes meilleurs amis depuis l'enfance. Je pense que plus tu évolues, plus il y a quand même une différence qui se crée entre ta vie, ta carrière et peut-être la leur. Comment tu acceptes ça et comment tu vis ça? Bah, je vais dire un truc, mais il y a aucune différence. Enfin, ah ouais? Il n'y a pas trop de différence. Non, mais moi, j'ai mes meilleurs potes depuis que je suis toute petite. Vraiment, depuis t'as 5 ans, quoi. 2 ans. Waouh. Maternelle. J'ai des photos de mes meilleurs potes d'enfance. En maternelle, on est des petits mini-moys à jouer aux jeux et tout. Limite, on ne sait pas encore marcher. Et aujourd'hui, c'est encore mes meilleurs potes. Moi, j'emmène tout le monde avec moi. C'est-à-dire que mon agent, c'est Léa, elle est juste ici, c'est ma meilleure amie d'enfance. Cyrine aussi, qui est ma meilleure copine, on est tout le temps toutes les deux, je l'emmène tout le temps avec moi, même quand elle a ses trucs, je vais avec elle, on voyage ensemble, on fait tout ensemble. J'ai de la chance dans mon métier de toujours pouvoir inclure des gens, d'avoir des plus one, de pouvoir voyager avec des potes à moi. Donc je le fais avec mes amis. Et puis aussi, même si ma vie professionnelle, elle est un peu, enfin, elle est trépidante. J'ai toujours plein de trucs à faire. Je suis à gauche, à droite, mais j'ai toujours mes bases. Ma mère, elle est à Vincennes. Je vais tout le temps la voir mes potes, et je vis ma vie d'adolescente. Enfin, là, je suis devenue une femme quand même. J'ai 20 ans. Mais avant, c'est dur de faire le switch. Ouais, grave. Tu verras. C'est pire après. Maintenant, faut que je dise. Je suis une femme, mais j'ai vécu. Normalement, c'est sûr que déjà, je suis allée à l'école physiquement. Toujours jusqu'à mon bac. J'ai jamais fait le CNED, je suis pas contre ça du tout, mais j'ai jamais voulu faire le CNED parce que j'étais très à l'aise à l'école, et puis j'aimais mon groupe d'amis, puis même je pouvais pas rester à la maison avec des cahiers parce que sinon j'aurais jamais appris. Ça aurait été impossible pour moi parce que je suis pas du tout scolaire. Donc voilà, j'ai vécu une jeunesse normale dans le sens où j'allais à l'école et je voyais mes amis et on avait les mêmes problèmes. On s'embrouillait avec nos copines, on avait des mecs, on les quittait. C'était la même chose, quoi. Et qu'est-ce que tu recherchais quand tu as commencé à partager du contenu sur les réseaux en 5e? Quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, enfin, je me posais pas forcément la question. Parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, sur YouTube, c'est pas considéré comme un métier. Personne savait qu'il y avait de l'argent en jeu. Ça, c'est important de le dire parce qu'honnêtement, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. YouTube, je sais même pas si ça se monétisait. De toute façon, à 12 ans, tu fais rarement ça pour les thunes, quoi. De ouf. Non, parce que les gens, ils m'ont dit, tu fais ça pour l'argent. Non, ouais. Franchement, parce qu'il n'y avait pas d'argent en jeu. Je voulais pas non plus faire le buzz. Pas du tout. Mais j'étais hyper fan de Sullivan, tu les connais, oui. Jules et tout ça. Et je pense que il y avait un truc où je cherchais à être amie avec eux aussi. Parce que je les adorais, j'aurais adoré être dans leur groupe d'amis quand j'étais petite. Maintenant, je le suis. Croyons vos rêves. Et ouais, je pense que. Mais après, je voulais juste m'amuser. J'aimais juste bien les caméras. J'aimais bien parler devant la caméra. J'aimais bien le montage. J'aimais bien discuter avec les gens. J'aimais bien parler de plein de sujets. J'aimais bien rentrer de l'école chez moi et mettre ma caméra. Il y a plein de vidéos que j'ai pas postées, mais juste il y a plein de fois où je filmais juste pour moi. J'aimais ça. Okay. Et j'aime toujours ça. Qu'est-ce que tu as souhaité que les réseaux sociaux t'apportent quand tu as commencé à comprendre que finalement ça pouvait ne pas être que juste du fun? Tu vois, genre, et c'est pas, quand je dis ça, j'ai pas envie qu'on mette du jugement de valeur derrière, quoi, mais c'est vraiment, en fait, je pense que quand t'as réalisé que t'avais quand même une certaine influence, une certaine puissance, qu'est-ce que tu souhaitais, ça se trouve c'est même pas encore le cas, mais qu'est-ce que tu souhaitais que ça t'apporte? Je me suis jamais posé la question, figure-toi. Quand j'ai su que ça devenait un métier, parce que j'ai signé dans une agence, que je commençais à avoir certains contrats, que je voyais que mon père m'appelait toutes les 2 heures en me demandant des choses par rapport à l'influence, je me suis dit, ok, ça devient un sujet. Je m'attendais à rien. Je me suis toujours dit dans ma tête que ça pouvait être éphémère. Donc ça m'a permis de ne jamais rien espérer. Tu vois. Je l'ai fait de manière tellement naturelle
au début, enfin même encore aujourd'hui, mais de manière tellement naturelle et spontanée que je go with the flow, tu vois. Juste j'y allais et puis je me disais, bon, on verra ce qui se passe demain. Aujourd'hui, si je peux répondre à ta question, les réseaux m'apportent énormément de choses. Et c'est toute ma vie, littéralement. Ça m'a apporté plein de choses et ça continue à m'apporter tellement de trucs. Déjà, une voix. Ouais. Je suis mon propre média, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est pas trop lourd aussi à porter parce que on le sait, quand on s'engage, on est attendu au tournant. Et du coup, comment est-ce que tu choisis ce à quoi tu prêtes ta voix et ce à quoi tu choisis de rester silencieuse? On a le droit de rester silencieux, mais on l'oublie un peu, je trouve, aussi dans notre époque, où, je sais pas toi si tu le ressens, mais je trouve qu'il y a une attente vraiment très forte de la part des créateurs de s'exprimer sur tous les sujets qui sont, à juste titre, dénonçables. Bien sûr. Comment je le vis? C'est ça comment tu disais t'as une voix. Mais donc avec ta voix, en soi, tu pourrais parler de tellement de sujets. Tellement. Tu vois? Et comment est-ce que tu choisis Je l'ai choisi. En fait, c'est pas que je l'ai choisi. Genre, je me dis pas, bon, il y a ça, on va parler de ça aujourd'hui. Je le fais de manière, encore une fois, assez naturelle et c'est les sujets qui me touchent directement. C'est les sujets qui m'énervent, qui me rendent dingue, qui me touchent. Les sujets auxquels je suis hyper sensible. Je pense que c'est ça, déjà. Les sujets qui me concernent aussi directement. Donc je suis légitime d'en parler, même si on est tous légitimes de parler de quoi que ce soit, mais voilà. Et puis aussi par rapport aux associations ou des gens avec qui par exemple je vais collaborer pour parler de certains sujets, collaboration pas rémunérée. Hein. Ouais. Non, il faut tout dire. Il faut tout dire, t'as raison. Voilà. Ouais. Moi ça marche beaucoup à l'humain. Okay. J'ai une grande intuition. Ah ouais. Ouais. C'est quoi la dernière intuition que t'as eue qui s'est avérée vraie? Moi, c'est beaucoup par rapport à l'amitié ou à l'amour. Ah ouais. Je vais savoir direct si mon mec est en train de me tromper. Quoi? Je le sais tout de suite. Ah, mais attends, c'est marrant parce que tu fais poser comme ça, on dirait que c'est une question qu'on doit se poser alors que la normalité serait que ce soit même pas considérable. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, je te jure, j'étais en couple avec un mec à l'époque et je savais très bien quand il me trompait. Je savais. C'est intuition. Le lendemain, je le savais. Le lendemain, mon intuition était avérée. Ouais, toujours. Non, mais c'est vrai que ça a ma grande sœur où je crois qu'il l'a trompé 3 fois, son ex, et chaque soir où il l'a trompé, elle vomissait moi, chez elle. Genre. Pareil, j'arrivais pas à dormir. Insomnie totale. Alors qu'il y avait rien, hein. Il y avait il y avait rien qui paraissait bizarre. J'avais pas vu de photo ou un message en particulier. C'était mon intuition. Donc après je marche comme ça un peu dans les assos avec lesquels je vais prendre la parole. J'adore rencontrer les fondateurs, j'adore parler aux bénévoles, j'adore regarder sur plein de forums des interviews, décortiquer un petit peu toute l'asso, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce que vont les fonds, pourquoi, comment, à quel moment moi ça va me toucher, pourquoi est-ce que je vais en parler, à quel moment ça va peut-être intéresser ma communauté ou pas. Et puis après des sujets sociétals, il y a plein de sujets dans le monde, des choses qui se passent qui consternent tout le monde. Donc c'est même pas une question de choix, c'est une question d'humanité. C'est normal d'être sensible à certains sujets. Quand des enfants meurent dans d'autres pays, si t'es pas sensible à ça, c'est que t'es un monstre. Donc en parler, c'est normal. Et il y a plein de gens qui choisissent, plein de créateurs de contenu qui choisissent le silence. C'est leur droit. Parce que, en effet, c'est très dur quand t'es créateur de contenu, on t'attend au tournant. Il se passe un truc dans le monde, faut que t'en parles. Comme si t'étais un politicien ou un porte-parole, alors qu'on est juste des êtres humains. Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'on est aussi une voix. Donc, on peut avoir cette responsabilité-là. Moi, en tout cas, je me sens mal quand je reste silencieuse. Voilà. Mais c'est mon avis. C'est profond, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, je pense, un réel sujet. Parce que ce que je trouve parfois ennuyant, c'est que en fait on est critiqué quand on s'engage et on est critiqué quand on s'engage pas. J'en parlais il y a 5 minutes avec mon agent en marchant, en venant ici.
Parce que depuis que j'ai sorti mon livre, j'ai des commentaires très positifs, j'en suis trop contente et j'en suis trop fière, mais aussi du négatif. Et c'est normal quand t'écris un livre, quoi que tu fasses, tu vas te faire critiquer. Même une vidéo. Et c'est normal, bien sûr, et je suis hyper ouverte à ça. Je sais pas si c'est normal. Enfin, en fait, la critique constructive l'est. Oui. La méchanceté gratuite, pour moi, n'a pas sa place. C'est ce que j'allais dire. C'est que du coup, les gens qui critiquent mon livre, ils l'ont pas lu. Ouais. Et je parlais avec Léa et mon attachée de presse Alexia, on discutait. Et je me disais, mais alors, quand je m'engage pas, je me fais défoncer. Ouais. Quand je m'engage, je me fais défoncer. Quand je fais du cinéma, je me fais défoncer. Mais si je reste que influenceuse et que je fais que des photos Instagram, je suis superficielle et je me fais défoncer. Donc qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Bah, ce que toi t'as envie de faire, quoi. Tu sais, en fait, non, mais c'est chaud. Ouais. Quand tu t'engages, c'est fatigant. Ouais. C'est désolant. Et tous ces gens-là, en plus, qui passent leur vie à critiquer, j'ai envie de leur dire, mais alors vous faites quoi ? Mais c'est vrai, parce qu'en plus, il y en a qui passent vraiment leur vie à critiquer. Genre, t'as des comptes dédiés à descendre les autres. Ouais. Et du coup, ils font quoi ? Ouais. Du coup. Juste une question. Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Et moi, je réponds pas. Hein. Et t'arrives à... Enfin, je vais pas te demander si ça te touche, parce que... Enfin, ça touche forcément, ou alors t'es pas humaine. Mais comment t'arrives à pas remettre en question ta valeur ? J'ai remis en question ma valeur plusieurs fois. Et maintenant, je n'ai plus le droit de faire ça. Je me refuse d'agir comme ça. Quand j'ai commencé le cinéma, par exemple, il y a 4 ans, de tous les côtés, on m'insultait de partout. Et je me suis vraiment dit, ok, je suis pas légitime. En fait, j'ai fait du cinéma parce que je suis influenceuse et c'est pour ça que les réalisateurs m'ont choisi, alors qu'en fait, je n'ai pas de talent. Je suis pas du tout légitime, je suis nulle, machin. J'ai remis en question toute ma valeur, qui je suis. Et aujourd'hui, je veux plus. Évidemment que ça me touche. Bien sûr, toi aussi, quand tu reçois des critiques, ça doit trop te toucher. En plus, quand on fait un truc qu'on aime, on fait un métier de passion. Donc, quand on critique ton métier de passion, alors que tu sais que tu travailles pour ça, c'est dur. C'est dur, mais faut toujours se dire que quoi qu'il arrive, on aura toujours des critiques. Même si on sauve le monde entier, qu'on sauve toutes les injustices du monde, qu'on sauve la famine, tout ce que tu veux, on se fera toujours critiquer. Quand tu sais ça, normalement, ça devrait aller. Puis après, moi, je prends vraiment en compte les commentaires positifs aussi. Vraiment. Alors qu'avant, il y avait 10 commentaires positifs, 1 commentaire négatif et je voyais que le négatif. Mais les constructifs, en revanche, je me remets en question, je suis pas parfaite. Et j'ai 20 ans, on fait tous des erreurs, on peut tous faire mieux. Et j'écoute, mais les critiques nazes, que les gens... je sais même pas les mots, quoi. Qu'est-ce que t'as appris sur le tournage de Jusqu'ici tout va bien, sachant qu'en plus, on va recevoir Nawel Madani dans 2 semaines sur le podcast. Trop cool. Ouais. Donc tu pourras me dire si toi t'as des questions que tu te poses sur elle, que tu veux qu'on lui pose. Grave. En zoom. Qu'est-ce qui m'a appris ce tournage ? Parce que t'y allais en fait, j'imagine, sans attente particulière, tu vois, où tu découvrais vraiment un nouveau milieu que tu connaissais pas. Est-ce que c'était fidèle ou semblable à ce que t'imaginais ? Avant le tournage de Jusqu'ici tout va bien avec Nawel, j'ai fait 2 projets cinéma. J'ai fait Les Liaisons dangereuses sur Netflix où j'ai eu 40 jours de tournage. Et Cher Tendre, une série Canal, enfin France TV / maintenant sur Canal aussi, où j'ai eu pareil 30 jours de tournage. Donc du coup je connaissais le tournage, je connaissais comment ça fonctionne un tournage. Un réalisateur, un producteur ou des producteurs, plein de gens sur le plateau, des textes à apprendre, arriver à l'heure, être gentil. Enfin voilà, tout ça je connaissais. Le tournage de Nawel, il a été différent. Pourquoi ? Parce que déjà, il était tourné à Paris, en région parisienne, alors que tous mes autres tournages étaient tournés à Biarritz ou dans le sud, à Vieux-Boucau pour Cher Tendre. Donc on était avec 10 comédiens enfermés dans une bulle, un peu comme une télé-réalité, tu vois, genre tu bouges pas de ta bulle, t'es avec eux du matin au soir, le week-end aussi. Alors que là, dans Jusqu'ici tout va bien, le soir, je rentrais chez moi. Puis le lendemain, j'allais au travail. C'était le tournage, alors que les autres tournages, c'était une colonie de vacances. Et il a duré beaucoup plus longtemps aussi, ce tournage. Il a duré 6 mois, enfin 4 ou 5 mois. Il a duré très longtemps. C'était une série longue. Réalisatrice femme, donc Nawel, donc aussi une perception différente. Nawel aussi qui était showrunneuse, réelle, productrice, actrice principale. Elle faisait tous les rôles dans la série. Donc aussi quelque chose d'assez différent, une manière de travailler différente. Donc voilà, je dirais que j'ai appris à m'accrocher dans cette série parce qu'elle était intense.
Enfin, le tournage était très intense. Comment on fait pour s'accrocher? Quand t'es passionné, ça va. Je suis tellement passionnée par le cinéma, je suis tellement passionnée par ce que je fais, je suis tellement passionnée par le fait d'imprégner un rôle, d'imprégner un personnage, de choisir mes émotions, de choisir quelle émotion je vais donner à la caméra. Je suis tellement passionnée par ça que même quand c'est difficile, que même quand je suis fatiguée, quand même tout ça, je continue et je m'accroche. Et puis surtout, j'ai de la chance, quoi. J'ai trop de chance. Il y en a combien des acteurs qui veulent faire des films, des séries, qui veulent tourner, qui veulent faire du théâtre. Et malheureusement, le cinéma, c'est un métier qui est tellement dur parce que tu dois toujours avoir la validation des gens qui sont au-dessus de toi. Donc des dircasts, des réals, des producteurs, des médias, des chaînes. C'est très dur parce que tu peux être la meilleure du monde, si t'es pas choisi, tu peux rien y faire. À part si toi-même tu réalises tes projets, mais pour ça il faut du financement aussi. Donc je me rappelle que j'ai de la chance et que j'ai pas le droit d'abandonner et qu'on m'offre une opportunité et qu'il faut juste le faire, quoi. Donc voilà. Je dirais que c'est comme ça que je le fais. Si là je te disais que demain tu peux partir une semaine avec un acteur et une actrice pour qu'ils te forment, pour que vous vous appreniez ensemble, ce serait qui? C'est tellement dur cette question, tu me... C'est pas drôle quand c'est facile. Je dirais Viola Davis. Tu sais que je l'ai reçue sur le podcast? Je suis honteuse, j'ai pas vu. Ah bah t'inquiète, je te l'enverrai. Ouais. C'est sorti? Ouais, c'est sorti, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'était franchement... je buvais chacune de ses paroles, quoi. Elle est exceptionnelle. Enfin, en fait, pour moi, on dirait une prophète. Ah mais ouais. Tu vois, vraiment, quand elle parle, c'est... T'as envie de dire amen. Tu vois, c'est un truc de ouf. Elle est... Viola Davis. Mais aussi pour qu'elle m'apprenne des choses sur la vie. Ouais. Elle est tellement humaine. Ouais. Elle est tellement forte. Elle est tellement engagée. Le coup, c'est vraiment le mot. Elle est... Elle a vécu tellement de choses. Donc Viola Davis, puis actrice exceptionnelle. Actrice incroyable. Et je dirais... Je vais parler français ou je vais continuer dans les Américains? Ce que tu veux, hein. Un mec? Ouais. Tu vas dire un mec. Parité. Joaquin Phoenix. Bon, c'est un acteur incroyable. J'ai vu Joker 2 là récemment, mais j'avais vu aussi d'autres de ses films. Il est exceptionnel. Et en fait, moi, la question que j'aimerais lui poser, c'est comment tu fais pour autant te transformer pour tes rôles? Je sais pas si t'as vu Joker ou t'as pas vu? J'aime pas les films qui font peur. Ouais, regarde pas alors. C'est hyper angoissant, mais c'est génial. La manière dont il se transforme, sa perte de poids, toute sa psychanalyse et tout ça. J'en ai entendu parler de cet acteur. C'est lui qui est passé de genre 120 kilos pour un rôle à... Non, c'est pas 70, lui. non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Mais lui aussi incroyable. Ouais. Mais Joaquin Phoenix, il a perdu aussi énormément de poids pour le rôle de Joker. Puis l'intensité dans ses yeux, dans sa voix, tout. En vrai, il y en a tellement des acteurs que j'aimerais rencontrer. Comment tu fais pour choisir ce à quoi tu accordes du temps? Parce que je considère que le temps, c'est notre bien le plus précieux. Comment est-ce que toi, tu choisis où le répartir dans ta semaine? Je travaille sur ça. C'est vrai que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, en tout cas d'un point de vue personnel. Parce que le temps, ça vaut tout, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Déjà, j'essaye de m'organiser et de faire mon planning et de séparer le travail, mes obligations, ce qui me fait du bien, ce qui fait du bien aux autres, tout ça. Okay. Et je me dis, voilà, cette semaine, j'ai tant de travail, j'ai ça, je vais le faire parce que c'est mes obligations et que c'est mon travail et que c'est mes engagements. Mais pendant mon temps libre, je vais aller voir ma mère parce que ça me ferait plaisir de la voir et je sais que ça lui fera trop plaisir de me voir. Je vais aller prendre soin de ma meilleure pote qui est en rupture amoureuse parce que je sais qu'elle a besoin de moi. Je vais aller à l'hôpital voir les enfants chez Aïda parce que je sais qu'ils m'attendent et j'ai aussi besoin d'eux pour me construire. Je vais appeler ma grand-mère parce que je sais qu'elle veut entendre ma voix et qu'elle est un peu isolée là où elle est. Donc tout ça, et puis j'essaye de répartir un peu. Tu mets un cercle et tu te dis ok, t'essayes de partager tout, vraiment ce qui te fait du bien, ce qui fait du bien aux autres et tes obligations. Alors il y a une question qui me vient, mais
encore une fois, c'est sans. Enfin, j'aimerais qu'elle sonne de manière totalement objective parce qu'elle l'est. Je me mets à la place de peut-être quelqu'un qui te connaissait pas bien avant d'écouter cet épisode, qui a juste vu ton compte Instagram et qui se dit mais putain c'est fou, ce que je vois sur ce compte est très différent de la personne que je suis en train d'entendre. Qu'est-ce que tu leur dirais? Que j'adore quand on me dit ça. Ça, c'est une vraie bataille. Ouais. Tous les jours. Parce que c'est vrai que sur Instagram, on me voit, je fais des photos, je fais la belle. J'ai toujours des belles tenues de marque. Je suis en fashion week, donc machin et tout. Donc je peux comprendre que les gens qui me connaissent pas, qui tombent sur quelques photos de moi sur Instagram, se disent pas peuvent se dire justement d'émettre des préjugés, et c'est totalement humain de dire bon bah elle est superficielle, elle est maquillée, elle est machin, elle se prend pour je sais pas qui et tout. Et il y a plein de gens qui me disent ça, mais moi j'ai plein de supports, donc j'adore les photos, donc je fais des photos sur Instagram, mais aussi je poste plein de reels, par exemple où je parle, je fais plein de vlogs. J'ai YouTube où je fais des vlogs qui durent des heures et des heures, où je parle où j'ai ma personnalité, où je voyage avec mes potes, où on rigole. Il y a plein de choses que je fais, et je pense que quand tu as mon compte Instagram, tu vas juste un petit peu plus loin. Si tu regardes un petit peu plus, tu sais qu'il y a plein de choses que je raconte aussi, quoi. C'est pas juste un panneau publicitaire ou juste une fille qui se trouve belle sur Instagram, quoi. C'est quoi le meilleur conseil que t'aies reçu? Quand j'étais petite, il y a une phrase que j'ai lue qui m'a beaucoup marquée. C'était Success is the best revenge. Donc le succès, c'est la meilleure des revanches. Quand je me faisais harceler beaucoup, que je me disais j'arrête, je vais arrêter, je vais tout supprimer, j'arrête YouTube, j'arrête Insta, j'arrête tout parce que c'est horrible, que le monde est trop méchant. Je me dis mais le succès c'est la meilleure des revanches, et aussi le silence c'est le meilleur des mépris, et toutes ces phrases là. Mais surtout là récemment, une phrase aussi que j'ai lue, c'est croire en soi plus que les autres, c'est croire en soi-même plus que n'importe qui, quoi. Et parce que en vrai tu nais seul et tu meurs seul, et t'es seul même si t'es entouré machin, que t'es aimé par tes parents et tout, par tes amis, etc. En vrai t'es seul, c'est toi et toi-même, c'est toi et ton cerveau, c'est tes mains, c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est ta personnalité, c'est toi. Et donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu te retrouveras seul à un moment donné dans ta vie. Il faudra que compter sur toi-même et croire qu'en toi-même. Donc, voilà, je pense que ce serait ça. Bon, il y a plus qu'un seul conseil, mais... On n'a jamais trop de conseils. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Perdre mes proches. Ouais, revivre un drame... que quelqu'un meure autour de moi, c'est tellement compliqué comme de s'en sortir dans ces moments-là, c'est tellement dur, le monde il s'écroule, que ça c'est ma plus grande peur, de perdre un proche. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Moi je lis beaucoup de romans. Ah ouais. Mais on peut recommander des romans, hein. Moi je suis team roman. Ouais, grave. Fond, hein. J'ai acheté 3 livres là, d'ailleurs, de David Fuenkinos, que j'adore, j'en parle beaucoup. Mais du coup, j'ai lu un livre là récemment, j'ai lu numéro 2, j'ai lu Vers la beauté aussi, il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai acheté un livre sur le génocide du Congo, qu'il faut que je lise, que je n'ai pas encore lu. Mais moi, j'adore les romans. Donc je vais dire, en livre de David Fuenkinos. Vers la beauté, il est super. Ok. Les séparations est super aussi. 2 sœurs, super aussi. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? C'est-à-dire en musique? Non, pas forcément. Si tu pouvais entendre un autre invité, qui est-ce que tu aimerais entendre, tu vois, comme épisode? Une autre personne. Ouais, genre Viola Davis, mais déjà fait. Mais t'es tellement forte. Je vais l'écouter de suite. Dès qu'on a fini, j'écoute le podcast. Bon, je réfléchis, il y en a plein, mais je dirais Motaz Azeza. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. C'est un journaliste, photographe palestinien qui était à Gaza. Là, il est plus à Gaza, mais qui était à Gaza au début de la guerre. Je dirais Motaz. Et enfin, la question signature de ce podcast, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Le meilleur pour la fin. Le meilleur. Oser être soi-même, c'est embrasser ses complexes, embrasser ses défauts, c'est s'affirmer,
c'est défendre ses convictions, quelles qu'elles soient. Mais des convictions personnelles, sincères, profondes. C'est défendre des causes ou des choses qui vous tiennent à cœur. C'est savoir se respecter, savoir respecter les autres, avoir du courage. C'est-à-dire, en tout cas, avoir du courage, prendre le courage de parler, libérer la parole. Ouais, je pense que c'est ça. Et parmi tout ce que tu as cité, ce sur quoi toi tu dois le plus travailler pour prendre le pouvoir de ta vie, c'est quoi? Pour prendre le pouvoir de ta vie, c'est quoi? Me faire confiance. Très bien. Merci Paola. Merci à toi. C'était très chouette, Ouais, franchement, c'était trop d'échanger bien. avec toi. Je tiens à dire que le livre, en plus, sent très bon et agréable à lire. Il y a des interventions, des interviews de la part d'autres femmes puissantes et militantes. Donc, je mettrai le bouquin dans les notes pour celles et ceux qui veulent se le procurer, mais dans tous les cas, il est dans toutes les bonnes librairies. Oui. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent suivre tes aventures? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Paola LCT. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Paola LCT. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat, Paola LCT. J'ai pas Twitter, j'ai supprimé parce que c'est une application horrible. Ouais, pour la santé mentale, Ouais, c'est c'est trop cata. le no-go. Ouais, ça me... Ah, je meurs si j'ai Twitter. Enfin, X maintenant. Donc voilà. Trop bien, je mettrai tout ça dans les notes. Merci. Et hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci, moi aussi.